Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet assez spécial qu'on a tendance à mettre un peu de côté, à savoir l'entourage. Ces personnes qui nous entourent, ces personnes qui nous aiment, mais qui ne savent pas toujours sur quel pied danser et comment nous aider. Et parfois, sans le vouloir, ils peuvent même nous faire plus de mal que de bien. Alors dans cet épisode, on va explorer comment s'entourer pendant un burn-out, comprendre ses besoins et apprendre à les exprimer. Dans un premier temps, je vous partagerai mes propres conseils. Et dans un second temps, je vous proposerai un extrait issu de l'interview de Marilyn Combalot, que j'ai interviewé dans l'épisode numéro 2, et dont j'ai extrait une petite capsule exprès spéciale pour l'entourage. Parce que ce contenu, que je trouvais d'une grande qualité, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire même un épisode à part. Alors, c'est parti. S'entourer de bienveillance. C'est quoi exactement ? Alors, pendant un arrêt de travail, un des piliers de la reconstruction et de la guérison, c'est d'être bien entouré. C'est quoi être bien entouré ? Alors, il y a ceux qui font partie du cercle proche, ceux qui vivent avec nous, ceux qui vivent de manière plus éloignée, dans un cercle familial, il y a nos amis, nos collègues, l'entourage, c'est très vaste. Et pendant l'arrêt de travail en particulier, et dans cette phase de reconstruction, c'est vraiment essentiel de s'entourer de personnes qui ne nous jugent pas, qui nous soutiennent, mais qui ne nous culpabilisent pas. Parce que la culpabilité, c'est vraiment déjà un sentiment et une émotion que ressent la personne quand elle est en arrêt, quand elle est en burn-out. Elle culpabilise d'avoir laissé des gens derrière elle, peut-être au travail. Elle a honte de ce qui lui arrive, elle se sent peut-être faible. Et donc, si en plus de ça, l'entourage vient lui rajouter une dose de culpabilité sur les épaules, eh bien, c'est pas du tout aidant. Alors oui, certaines relations vont clairement vous pomper de l'énergie. Il y a des personnes qui vont être plus maladroites qu'autre chose, vous verrez. Mais l'essentiel, c'est de vous concentrer sur ces personnes qui vous rapportent de l'énergie, qui vous ressourcent. Ces personnes qui vous font du bien parce que c'est un véritable pilier pour votre reconstruction. Alors, le but, c'est pas vraiment de faire un tri et de virer tout le monde de votre vie, bien sûr. Mais parmi ces proches, il y a sans doute des personnes qui vont vous épuiser plus que d'autres et ça, vous allez facilement l'identifier. En général, vous vous sentez pas très bien. Parmi ces personnes, parfois, il y a des proches. Alors, ne culpabilisez pas, c'est simplement que vous constatez que ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes ressourçantes ou en tout cas qui vous apportent le plus grand bien pendant cette phase-là. OK ? Donc l'idée, c'est vraiment pas de juger, c'est juste de poser un regard lucide. Sachez également que l'entourage, même s'il est le mieux intentionné possible, parfois peut être très maladroit avec des phrases du type, alors celle-là on l'entend assez souvent: «Oh, mais tu bonne mine!» Alors évidemment, quand la prescription première qu'on donne à une personne en arrêt de travail, c'est d'aller se promener, forcément, surtout s'il y a du soleil, on va prendre un petit peu des couleurs, on va commencer à récupérer progressivement, peut-être qu'il y a un peu moins de cernes, et beaucoup de personnes voilà, sont tentées de vous dire que vous avez une meilleure mine et donc sous-entendu, ou en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète, donc tu vas mieux, donc tu peux retourner travailler ou donc tu es où? Donc il y a aussi, ces personnes qui sont très bien intentionnées, qui vous lancent, tout un tas de conseils, «Ah bah tu devrais essayer ça» et cetera. Donc ces personnes-là aussi vont avoir tendance encore une fois, c'est pas malveillant de leur part, mais cette tendance à vouloir vous surcharger de tous les conseils possibles et inimaginables. Et il y a aussi ceux qui ont tendance à ramener à eux avec ce fameux: «Oh mais tu sais, moi aussi je suis épuisé». Ça c'est assez culpabilisant, ces personnes-là. Donc bon, voilà, vous verrez que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais c'est vrai que ces phrases, elles peuvent nous faire sentir vraiment incompris, voire invalidés, dans notre, souffrance et dans ce qu'on vit.
En plus de ça, la plupart du temps, on comprend déjà peut-être pas forcément nous-mêmes comment, on fonctionne, ce dont on a besoin. On alterne ces périodes, qui sont des périodes de haut et de bas. Alors, il y a des retours en arrière parfois et parfois on se sent très bien un jour et puis une semaine après, on se sent pas bien du tout. Donc c'est très difficile en plus de ça, déjà de nous comprendre nous, alors aller l'expliquer à quelqu'un qui ne vit pas la situation, c'est très compliqué. Et puis il y a aussi ceux qui vous transmettent leurs propres peurs. Ça arrive très fréquemment. Ces personnes, notamment les personnes qui sont les plus proches de vous, vos parents, vos conjoints, qui vont avoir peur, par exemple, que vous perdiez votre emploi, si votre arrêt de travail dure trop longtemps. Mais ça, c'est leur peur, c'est leur projection, ce ne sont pas les vôtres. Donc ça, c'est très important de faire cette distinction entre les peurs qui sont celles des autres et qui sont projetées sur vous et vos propres peurs. Et puis c'est vrai, soyons honnêtes aussi que pour les proches, c'est déstabilisant, surtout quand ils ont été habitués à avoir des personnes qui géraient beaucoup de choses à la maison, qui étaient assez hyperactives, qui faisaient voilà, énormément de choses. Et du jour au lendemain, ils ne vous reconnaissent plus et ils savent plus forcément comment réagir. Donc ils se sentent peut-être impuissants et parfois même rejetés finalement. Alors oui, le burn-out, ça met vraiment les relations à rude épreuve. Accrochez-vous, que ce soit dans votre couple, dans la famille et même avec les enfants. Et les enfants, justement, c'est très important qu'on leur explique avec des mots simples pourquoi papa ou maman est fatigué. Eux, ils comprennent de toute façon. C'est des éponges, ils le voient, ils le sentent. Donc en fait, ça sert à rien de leur cacher et surtout, ça évite qu'ils se sentent abandonnés ou responsables de ce qui vous arrive. Alors à présent, bien entendu, pour bien gérer son entourage, encore faut-il déjà se comprendre soi-même. La deuxième étape, c'est comprendre son état et ses besoins. Parce que comment voulez-vous communiquer à votre entourage quels sont vos besoins, ce dont vous avez besoin, si vous-même, vous ne les comprenez pas. Ça, c'est quelque chose d'assez typique que je vois souvent chez mes clients, c'est de se dire, mais il ne comprend pas mes besoins. Mais oui, mais encore faut-il les comprendre soi-même. Gardez à l'esprit que pour récupérer physiquement, émotionnellement, il faut impliquer les gens qui sont autour de vous. Et pour ça, ça commence par ne pas minimiser votre état. Vous n'avez pas une jambe dans le plâtre et c'est ce qui rend la tâche bien compliquée. Et même si de l'extérieur, vous avez soi-disant bonne mine, à l'intérieur, c'est un chantier. Vous êtes en reconstruction. Alors, bien sûr, vous pouvez aller marcher, vous pouvez lire, vous pouvez faire des siestes, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez plier le linge, faire le lave-vaisselle et faire tout ce que vous ne pouviez pas faire avant parce que vous n'étiez pas à la maison. C'est pas de la paresse, hein. C'est vraiment une réalité physiologique et biologique. Le burn-out, c'est pas une question de volonté, c'est vraiment dans le corps. Votre corps, il a enclenché le mode survie. Chaque tâche, elle est coûteuse en énergie. Alors pour la petite anecdote, personnellement, quand j'étais en arrêt, j'avais une to-do list avec 3 choses à faire, à téléphoner peut-être à l'ostéopathe, envoyer un document administratif. La moindre tâche me semblait insurmontable et puis évidemment, j'avais de la culpabilité, hein, donc je m'activais au moment où j'allais chercher les enfants à l'école, où mon mari rentrait et je m'activais pour plier un petit peu le linge et puis pour faire semblant que j'avais fait des choses dans la journée parce que j'avais vraiment une grande culpabilité à l'idée de ne rien faire et je mets des guillemets dans le ne rien faire. Le corps est en, mode rechargement et en mode économie d'énergie totale. Donc retenez bien ça, le burn-out, le réservoir, votre réservoir d'énergie est totalement vide. Le moteur, il a surchauffé. Et là maintenant, l'objectif, la priorité, c'est se recharger et surtout, l'essentiel, comprendre ses besoins. Donc, première chose, ne pas minimiser son état. Et deuxième chose, comprendre ses besoins. Parce que comment voulez-vous les exprimer si on ne les a pas nous-mêmes identifiés? Alors, quand je demande ça à mes clientes, de quoi tu as besoin là, maintenant, tout de suite, elles me regardent souvent interloquées, comme si la question venait d'une autre planète. Alors, dans ce cas-là, on creuse ensemble. Mais c'est vraiment le début d'un chemin introspectif et de comprendre, ok, mais finalement, mon émotion, elle m'emmène sur un besoin qui n'est pas satisfait. Quand j'ai identifié ce besoin, ensuite, je peux le communiquer. Par exemple, la peur, elle nous parle de sécurité. La colère, elle nous parle de respect. En général, il y a une limite qui a été franchie, une valeur qui n'a pas été respectée. La tristesse, c'est souvent un besoin de soutien. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice pratique, c'est de tenir un petit journal de bord. Le but n'est pas que ça prenne du temps, c'est vraiment de noter vos émotions éventuellement au fil de la journée. Et éventuellement, si vous le savez, identifier l'élément déclencheur. Et vous verrez rapidement ce qui domine, ce qui vous épuise, ce qui vous ressource, ce qui vous manque. Notez vraiment cette émotion
Et ensuite, derrière l'émotion, il y a un besoin à satisfaire. Derrière ce besoin à satisfaire, il y a une action à entreprendre. Et la plupart du temps, après, c'est de communiquer à la personne ce besoin en question. Et enfin, dernière étape, exprimer ses besoins à son entourage. Alors une fois que vous avez compris votre état, d'une part, pris la mesure de l'importance et de la gravité potentielle de votre état, de vos besoins, reste à passer à l'étape la plus difficile, les communiquer et les exprimer. Alors communiquer sans agressivité ni fuite, c'est tout un art. C'est ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire exprimer ce qu'on ressent sans écraser l'autre ni se taire. Alors, en communication non violente, on utilise 4 temps. Premier temps, observer sans juger. C'est constater les faits, rien que les faits, en toute objectivité. Deuxième étape, exprimer ses sentiments avec le je, pas de tu qui tue. Troisième étape, identifier son besoin et exprimer quel est son besoin. Quatrième étape, formuler la demande claire et réaliste. Sachant que dans la demande claire et réaliste, il peut y avoir des compromis. L'objectif, en particulier par rapport au burn-out, c'est vraiment de ne pas rentrer dans des justifications. C'est vraiment des choses basiques, des phrases les plus courtes possibles qui expriment votre besoin, mais au plus court et au plus simple. Par exemple, je me sens très fatiguée, j'ai besoin de temps pour récupérer et je suis vraiment pas en mesure de t'aider pour l'instant. Alors je reviendrai vers toi dès que je me sentirai mieux. Simple, clair, sincère et pas d'autres justifications. Parce que oui, vous avez besoin d'aide. Et le piège qui peut y avoir, c'est que comme on n'a pas envie de rentrer dans une justification parce qu'on a l'impression de ne pas être compris, on ne va pas demander de l'aide. Alors qu'en fait, on a besoin d'aide. C'est vraiment se décharger au maximum. Et au-delà de l'aide qu'on demande, c'est aussi se préserver, limiter les sollicitations, alléger votre charge mentale et garder de l'énergie pour les choses essentielles. Et au fond, finalement, qu'est-ce qu'on attend de nos proches? Qu'ils soient là, qu'ils soient juste là, à l'écoute, sans jugement et sans une avalanche de conseils. Parfois, c'est juste une présence, hein, parfois c'est une oreille attentive, une écoute ou un sourire. Alors, je vous propose maintenant d'enchaîner sur la seconde partie en écoutant cet extrait de Marilyn Combalot, qui, je suis sûre, ne manquera pas de vous parler. Alors, on parlait justement tout à l'heure de l'importance de l'entourage, qu'il soit professionnel ou privé. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un proche, que ce soit un ami, un collègue ou le conjoint d'une personne en burn-out? Qu'est-ce qui peut vraiment aider la personne en burn-out ou au contraire être maladroit? Alors déjà, pour ça, je dirais que la règle absolue, c'est zéro jugement. Ouais, s'il vous plaît, les «tu devrais te bouger», tu sais, pour moi non plus c'est pas facile, mais je serre les dents et tout ça, on oublie. Je l'ai eu moi celle-là, je l'ai eu, hein, C'est ça, 0 jugement parce que le jugement mais fait tellement de mal. La personne, elle souffre tellement qu'elle a pas besoin qu'en plus vous lui donniez son avis sur, pour vous c'est plus difficile et que vous comprenez pas pourquoi elle est en burn-out et qu'elle devrait se bouger parce que c'est une personne qui d'habitude, est quand même bien active et pourquoi elle se laisse aller comme ça. Non, 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 s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne dites surtout pas ça à une personne en burn-out. Vous êtes en train de lui faire du mal et mais c'est pas porteur du tout. Parce que cette personne, elle aimerait bien pouvoir bouger, sauf qu'elle y arrive plus, elle est épuisée, elle est au bout du rouleau, elle est HS, elle ne peut plus. Donc ça sert à rien ce que vous êtes en train de lui dire, si ce n'est à lui faire du mal malheureusement. Et je pense pas que si c'est un proche et quelqu'un que vous aimez, c'est ce que vous avez envie de faire. Alors dans les conseils, c'est vrai que moi je les aborde aussi un peu dans le livre. Je dis que, d'abord c'est d'exprimer le soutien et c'est d'être là. D'être là, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est d'être là tout simplement. Et d'exprimer le soutien, c'est d'encourager le proche, avec ce qu'il ressent, comme je disais, sans jugement, ni conseils non sollicités, parce qu'on n'a pas besoin de conseils non sollicités avec: «Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça» et cetera. Si la personne, elle est suivie déjà médicalement, par un psychiatre, par un médecin et autres, ces conseils-là, elle les a déjà et vous, vous êtes là comme un proche, pour écouter. Déjà l'écoute, si vous saviez ce que c'est précieux. Je dirais aussi, l'encourager, à demander de l'aide professionnelle si elle l'a pas fait. Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est de pas rester seule. Et si elle est pas entourée, c'est l'encourager,
avec bienveillance, hein, à lui dire de consulter un médecin traitant si elle l'a pas encore fait, mais tout ça avec la délicatesse, ou de même de consulter, pourquoi pas, un psychologue et un psychiatre. Alors ça, c'est sur la pointe des pieds parce qu'on sait bien qu'il y a des gens, des fois, quand on leur dit de consulter un psychiatre, qui vont pas bien le prendre, qui vont vous dire: «Mais j'en ai pas besoin». Enfin bon, donc c'est vraiment sur la pointe des pieds, selon comment vous sentez la personne, comment elle est ouverte à ces sujets. Parce que je sais qu'il y a des fois des personnes qui sont pas du tout ouvertes à ça, donc sur la pointe des pieds. Après, bah, on peut aussi, proposer une aide concrète, c'est-à-dire dans les tâches quotidiennes. Si c'est quelqu'un qui est vraiment proche, c'est quelqu'un qui a des enfants, bah, on peut des fois l'alléger en lui disant: «Bah, si tu veux, par exemple, je sais pas, la mercredi, je peux garder tes enfants, vu que c'est mercredi, comme ça tu pourras souffler un peu», parce que si les enfants sont à la maison et autres. Parce que ce qui est important de savoir, et de l'avoir bien en tête, hein, c'est que quelqu'un qui est en arrêt n'est pas en congé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en arrêt, pourquoi elle a été arrêtée? Parce qu'elle a besoin de récupérer. C'est pas pour faire toutes les tâches de la maison qui n'ont pas été faites et puis, aller à l'école, ramener les gamins et cetera. Elle a besoin d'aide. Elle est fatiguée, épuisée, HS. C'est vraiment de se dire, c'est le zéro énergie et qu'est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un qui a zéro énergie? C'est un peu ça. Après je dirais aussi, c'est d'accepter que ça prenne du temps. Parce que la personne déjà elle trouve que c'est long, mais alors si vous en plus vous lui dites: «Mais attends, mais tu vas être arrêté combien de temps comme ça, Donc c'est pas du tout aidant. Donc c'est pas la peine de bousculer, la personne elle a besoin de se reconstruire et de prendre le temps qu'il lui faut pour se reconstruire et se reconstruire, c'est un cheminement qui prend du temps. Voilà. Et puis je dirais aussi, bah, l'encourager à se faire du bien, hein, à faire des choses qui lui font du bien. C'est-à-dire, favoriser, bah, des peut-être alors pas des activités, au début on a un petit peu du mal, mais si vous êtes en bord de mer et que la mer ça vous plaît, mais faites la balade en bord de mer. Si vous avez envie, si, je sais pas, toi qui es proche, peut-être de la montagne, d'aller en montagne, ou d'aller dans la forêt. Moi j'ai la forêt qui est proche de chez moi. Enfin voilà, c'est de faire des choses qui font du bien. Et si un massage ça fait du bien, mais faites-vous un massage, offrez-vous un massage, vous avez le droit à un massage. Parce que des fois, tu sais, les personnes ne s'autorisent pas de se faire du bien, elles sont en arrêt, on a l'impression qu'il faudrait qu'elles s'autoflagellent en se faisant pas du bien. Non, vous avez besoin pour récupérer de vous faire du bien. Ouais, il y a une énorme culpabilité qui est là derrière, donc c'est vrai que si en plus l'entourage nous fait sentir, qu'on n'a pas fait, ranger le lave-vaisselle ou plier le linge ou ça rajoute une couche, c'est pas forcément très, aidant. Oui, c'est ça, ou même tu sais, tu as des gens des fois que là, quand ils sont arrêtés l'été, bah, qui justement font des balades en forêt et autres, et qui après quand ils voient les amis, bah, oui, ils ont pris un peu le soleil, donc on leur dit: «Ah bah, dis donc, tu bonne mine pour quelqu'un qui est en burn-out». Enfin, tu vois, ce genre de remarques qui, franchement, ne sont pas positives et n'apportent rien à la personne, si ce n'est qu'elles font du mal. Donc, et c'est pas encourager quelqu'un que de lui dire qu'elle est bronzée et qui du coup après va plus sortir, alors qu'elle a besoin de sortir pour aller mieux. Moi je vois, c'est ce que me disait mon psychiatre. Il m'a dit: «Madame Combalo, je vous donne ça comme une prescription médicale, sortez!» C'est important, enfin c'est important, et d'aller à l'encontre de ça, eh bien vous n'aidez pas la personne, qui est votre proche. Et puis, évidemment, la présence, comme tu le disais tout à l'heure, rappeler aux proches qu'on est là s'il a besoin de vous, et que quand il commencera à aller mieux, pourquoi pas lui proposer, des sorties qui lui font plaisir, et voilà, c'est tout simple. C'est d'être là, c'est de pas juger, d'être à l'écoute, et d'être à l'écoute déjà, c'est beaucoup. Une écoute, voilà, bienveillante. Je suis là pour toi et je suis là si tu en as besoin. Ça paraît simple, mais c'est ça, en fait, qu'attend une personne en burn-out, je pense. Oui, c'est ça, et que ce «je suis là si tu en as besoin», qu'elle sente que c'est incarné et qu'elle peut vous appeler si vraiment elle a besoin. Mmh. Complètement. En conclusion, cet épisode résume à quel point le soutien de l'entourage peut être à la fois précieux et en même temps si fragile. Quand on traverse un burn-out, on a besoin d'amour, de patience et de présence. Mais quand on accompagne quelqu'un qui en vient, on a aussi besoin de repères, de compréhension et de douceur envers soi-même. Ce n'est pas simple, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais avec un peu plus de conscience, un peu moins de jugement et beaucoup de bienveillance, les relations peuvent même devenir un appui pour la reconstruction. Et ça, c'est vraiment une belle victoire. Dans le prochain épisode, on parlera de reconversion professionnelle avec une invitée que j'ai énormément de plaisir à recevoir, Marjorie Lombard. Marjorie est coach en reconversion et business coach. Elle a fondé Dessine-moi une carrière en 2013 avec la conviction profonde qu'une autre façon de travailler et surtout de réussir est possible. Elle aide les femmes à réinventer leur réussite professionnelle et avec elle, on parlera de cette période charnière qui suit le burn-out, celle où on commence à se demander « et maintenant, je fais quoi ?»
Comment se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à nos talents, comment trouver sa place autrement, et surtout, comment remettre du plaisir dans son travail sans retomber dans les vieux schémas. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer. À très vite! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.